Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique a été frappée par une série de coups d'État qui menacent de la ramener aux années 1980 et à l'ère des régimes militaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Soudan et le Mali ont tous vu leur gouvernement renversé et remplacé par une junte militaire. Ces coups d'État à répétition signifient-ils la fin de la démocratie? Voyons ensemble l'impact de ces coups d'État sur cette forme de gouvernance. Pour en discuter, nous recevons Arsène Conan. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour cher ami, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous êtes analyste sociopolitique et gouvernance, spécialiste des processus électoraux et démocratie, gestionnaire de programmes. Avec vous, nous allons discuter des nombreux coups d'État dans la sous-région. Alors pourquoi ces dernières années autant de coups d'État? Je ne saurais vous le dire, mais ce qu'on peut noter, c'est que cette panoplie de coups d'État ou cette succession de coups d'État traduit, on va dire dans une certaine mesure, un échec dans la gouvernance publique dans nos États et aussi un échec de la classe politique traditionnelle. À cela, il faut ajouter quand même un échec aussi de la gouvernance ouest-africaine, donc sous-régionale, mais aussi continentale, parce que on note que pourquoi on en arrive là, c'est parce que quelque part les acteurs traditionnels du jeu politique n'ont pas su tenir en tout cas le gouvernail et que certains acteurs qui sont censés être en recul par rapport au jeu démocratique, au jeu politique des États, notamment les forces de défense et de sécurité, se croient investis, donc on va dire, d'une mission de stabilisation, de salut public ou de restauration. Voilà. Et pour nous, il faut pouvoir regarder tout cela de près parce que ça nous en dit long quant à l'état même de la démocratie, de la gouvernance citoyenne dans nos États. Est-ce qu'au-delà de cet échec dont vous parlez, il n'y a pas aussi un abus par les militaires du pouvoir qui est en leur disposition pour venir donc récupérer le pouvoir d'État? Alors, ce qu'on doit noter, c'est qu'un militaire, avant tout, est un citoyen. Et quand on parle de gouvernance publique, il va sans dire qu'il y a, au-delà de la gestion, on va dire, des aspects publics et autres qu'on connaît, il y a aussi l'éducation à la citoyenneté, il y a l'éducation à la culture de la démocratie. Et ça, ce sont les prérogatives que les gouvernants ont dans nos États. Et si dans un pays, l'armée, qui est une institution dont les membres se croient suffisamment aptes à prendre des prérogatives dans le sens d'aller dans le coup d'État, c'est parce que certainement, déjà, en tant que citoyen, leur culture de la démocratie, leur culture de la citoyenneté n'a pas été poussée à son paroxysme dans une certaine mesure. Et aussi, il y a que, en tant qu'institution, l'armée elle-même, elle n'a pas forcément été construite de sorte à respecter, on va dire, les paramètres de démocratie. Parce que justement, le chef de l'État, il est le chef suprême des armées, en principe. Oui, il est le chef suprême des armées, mais écoutez, il a d'autres prérogatives, notamment travailler en tant qu'acteur politique, oui, bien sûr avec toute la classe politique, travailler donc à asseoir les bases d'une gouvernance démocratique durable. Et il faut s'en dire que si certains acteurs politiques, notamment de façon globale, se donnent des libertés, ça conforte plus d'un dans son envie ou dans le désir de prendre les choses en main. Donc, autant on va peut-être accabler, on va dire, les forces armées, les militaires, il faut aussi accabler ceux qui ont à charge de façon traditionnelle la gestion de nos États, donc la classe politique qui ne joue pas son rôle et qui à un moment donné contribue elle-même, la classe politique, à effriter les fondamentaux de la démocratie dans ces pays. Après, il y a que le désordre s'installe et voilà, celui qui est plus fort, donc qui a les armes, celui qui va donc s'imposer. On a coutume de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque vous regardez le Mali, le Burkina, le Tchad, la Guinée, est-ce qu'il y a des similitudes dans les raisons qui ont poussé les militaires à prendre le pouvoir? Alors, ce qu'on peut noter, c'est que dans tous ces États-là, dans une certaine mesure, ces États étaient en proie à une certaine fragilité interne. Tantôt, ce sont les fondamentaux de la démocratie qui semblaient vaciller. Dans certains de ces États, il y a quand même, on a vu que certains chefs d'État étaient en train d'aménager les choses dans une certaine mesure pour se maintenir au-delà du nombre de mandats. D'autres à qui on contestait quand même on va dire, la clarté des élections qu'ils avaient organisées. Mais il y a aussi des défis nouveaux. Par exemple, dans certains de ces pays, il y a la montée, on va dire, de l'extrémisme violent
violent, qui est un phénomène assez difficile à gérer pour nos États et qui, à un moment donné, fragilise l'État lui-même et fragilise ses institutions. Donc, l'un dans l'autre, donc avec tous ces défis structurels aussi que ces États-là connaissent, c'est clair qu'à un moment donné, certaines personnes qui peut-être ont leurs propres ambitions, leurs propres desseins, leur propre agenda, se sentent investis donc de cette mission de messie, de salut public. Voilà. Comment est-ce que ces différents coups d'État peuvent impacter les processus démocratiques et partant le développement lui-même dans la sous-région africaine? Alors, par essence, un coup d'État est la négation en elle-même de la démocratie. Je ne crois pas que accéder au pouvoir par les armes fasse partie, on va dire, des conditionnalités normales pour pouvoir exercer le pouvoir d'État. Et donc, je ne crois pas non plus que ce soit après consultation, on va dire, des forces vives de la nation, donc des populations, des électeurs, des citoyens, qu'on part un coup d'État. Après, on note de part et d'autre qu'il y a toujours ces ovations un peu complices des populations qui croient peut-être naïvement qu'un coup d'État viendrait régler les problèmes. Mais si c'était le cas, voilà, on a tous ces pays qui nous entourent, là, il y a cette succession de coups d'État ou cette tradition de coups d'État. Est-ce que les choses sont allées pour autant de l'avant? Et donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir regarder. Donc, c'est clair, un coup d'État, par essence aussi, marque une certaine stagnation économique. Donc, le développement en prend un coup nécessairement parce que même certains partenaires, certains projets vont connaître un coup d'arrêt. Voilà. Donc, parlons du respect de la parole donnée. La plupart du temps, les putschistes qui accèdent au pouvoir, il y a une délimitation de quelques années de transition. Mais est-ce que lorsque vous regardez dans la sous-région, par expérience, en termes de pourcentage, combien ont été-ils ceux qui ont respecté les délais et qui ont atteint les objectifs à eux assignés? Alors, ce que moi je peux dire, on a l'impression qu'on fait juste un coup d'État pour une transition. Non. Et la communauté sous-régionale, continentale, s'empresse d'ordonner ou d'exiger des transitions. Non, pour moi, il faut aller plus loin que cela. Parce qu'on peut aller de transition en transition sans forcément identifier les défis structurels et les adresser efficacement. Voilà. Et donc, regardez, certains pays que je n'ai pas envie de citer, ils ont connu un délai de transition. Bon, si ça avait réglé les problèmes, on ne serait pas encore à des coups d'État dans ces mêmes pays-là. Donc, pour dire que, oui, mettre en place une transition, exiger un délai raisonnable, après passer à des élections, s'il y a élection, assigner des objectifs à une transition, donc par delà à un coup d'État, pour moi, revient quand même à adouber ce coup d'État-là. Dans une certaine mesure, il faut pouvoir travailler donc, sur tout ce qui est déficit structurel dans nos États, de sorte qu'on n'ait même pas à avoir affaire à des coups d'État. Dans ce genre de conditions, le peuple, dans quelle situation est-ce qu'il se trouve? Est-ce que le peuple est victime ou le peuple est complice? On applaudit aujourd'hui, demain, les délais de transition passent, un autre coup d'État. Finalement, la démocratie, on a coutume de dire que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que le peuple véritablement a un mot? Alors, je l'ai dit tantôt, je ne crois pas qu'il y a une consultation populaire avant de faire un coup d'État. Donc, par essence, c'est une négation, en tout cas, des prérogatives même du peuple. Ouais. Voilà. Après, le manque de culture politique, le manque de culture citoyenne, en tout cas, le niveau est relativement faible dans nos États, fait que, d'une certaine manière, les uns et les autres, en fonction des dynamiques du moment, veulent trouver en un coup d'État ou au porteur d'un coup d'État des éléments d'espérer. Oui, très souvent, on regarde, bon, celui qui vient, il vient évincer certains qui ont peut-être mené la vie due au leader que nous portions dans notre cœur. Donc, automatiquement, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Automatiquement, on adoube peut-être ce putschiste qui arrive. Mais tout compte fait, voilà, l'histoire nous enseigne que très rarement, un coup d'État a débouché sur des choses palpables qui contribuent au développement de nos nations. Et donc, pour finir, le peuple finit toujours par déchanter dans une certaine mesure, en tout cas dans sa grande proportion. D'accord, la dernière question, c'est tellement moins de 15 secondes. Vous le disiez tout à l'heure, ça devient une sorte de contagion. Est-ce qu'il faut craindre pour la suite dans la sous-région?
Oui, en même temps qu'il faut craindre, je pense qu'il faut pouvoir s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir donc adresser efficacement, on va dire, ce phénomène. Parce que je crois qu'il y a des leviers sur lesquels on peut travailler, notamment l'éducation à la citoyenneté dans nos États, l'éducation à la culture politique et démocratique, parce que même les acteurs politiques de premier plan n'ont pas forcément cette culture politique et démocratique. On voit un peu ce qui se passe partout. Aussi, il faut que les communautés dites internationales, sous-régionales ou continentales adoptent une position qui soit quand même donne une certaine cohérence, une certaine clarté dans le positionnement. On ne peut pas être lassiste dans une certaine mesure avec ce qui s'assimile des coups d'État dans certains contextes et dans d'autres contextes être virulent. Après, ça encourage plus d'un à essayer. On se dit, bon, tu tentes le coup, tu essaies de tenir bon et au bout d'un moment, on finira par t'accepter. Et voilà. Merci Arsène Konan. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour aplanir ce que nous avons déjà démarré. C'est la fin déjà de cette émission. Merci d'avoir accepté de prendre part à cette émission. Vous êtes analyste sociopolitique et gouvernance, spécialiste processus électoraux et démocratie. Avec vous, on a parlé des coups d'État et de leur impact sur la démocratie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.